Eh bien, merci à Patrick Garlati, notre référent patriote pour la Haute-Savoie, pour cette présentation très complète et pour l'animation de ce département. Et je sais qu'il est avec ses équipes par ailleurs, et d'autres référents, et d'autres équipes, d'autres départements, et même d'autres pays, avec la Suisse. Voilà, bravo. Je salue d'ailleurs les personnes présentes dans l'autre salle, puisqu'on a été victime de notre succès. On préfère dans ce sens-là, vous me direz. Et donc on a dû s'adapter, mais c'est très bien, on est très nombreux. Et là, on va tout de suite commencer par cette table ronde sur les questions de l'énergie. Quelle sera la politique énergétique de la France libre? Puisque vous le savez, dans la foulée des assises de la souveraineté d'Arras en septembre dernier, pour ceux qui y étaient, je sais qu'il y en a dans la salle, on avait lancé cette idée que nous allions préciser, approfondir le projet souverainiste, le projet des patriotes. Et on a déjà fait pas mal d'universités sur les questions de politique étrangère et de défense, les questions de l'euro, les questions de la politique agricole et alimentaire, maintenant de la politique énergétique, et d'autres viendront. Et vous avez, vous, à votre disposition, comme à chaque fois, et comme c'était déjà le cas à Arras, des cahiers de projet sur le thème de l'énergie que vous pouvez remplir. Je crois qu'il est déjà dans la salle à côté, j'imagine. Vous le trouverez facilement, le cahier de projet sur les questions énergétiques, et vous pouvez le remplir. Nous, on prend tout, et ça enrichit énormément les réflexions du mouvement et les propositions concrètes. Alors, sans plus tarder, et ensuite je prendrai la parole pour une intervention plus politique de rentrée, je présente nos intervenants. Donc, à ma gauche, Jacques-Éric Chevalier. Merci Jacques-Éric. Il dira bien sûr un mot s'il le souhaite pour se présenter plus que je ne le ferai, mais c'est un patriote qui connaît très bien le monde de l'entreprise, qui est issu d'une lignée d'ingénieurs de haut niveau, qui connaît bien les problématiques notamment d'EDF, et spécialiste, on peut le dire, des questions énergétiques, qui va nous en parler avec toute la connaissance qu'il a du sujet. Et à ma droite, Geoffrey Bollet. Merci Geoffrey. Qui est patriote, membre de l'équipe nationale et notre comité exécutif par ailleurs, et qui connaît très bien les questions énergétiques, mais qui aura en plus ici un prisme sur les questions européennes, parce qu'on ne peut pas dissocier, vous l'aurez vite compris, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, mais là particulièrement, on ne peut pas dissocier la question de l'Union européenne, la question de la souveraineté et la question de l'énergie. Alors, on parle beaucoup justement de ce marché européen de l'électricité. Beaucoup en parlent, beaucoup en ont appris l'existence peut-être aussi ces derniers mois, et tant mieux. Moi j'en parlais dans mon livre Brexit en 2018, parce que c'est une question centrale. Alors, avant de passer la parole à Jacques-Éric, je vais me tourner vers Geoffrey. Qu'est-ce que c'est que ce marché européen dont on parle si souvent, et en quoi il pose problème? Oui, merci Florian. Effectivement, le marché européen de l'électricité, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Alors c'est assez simple sur le papier, c'est tout simplement le marché européen appliqué au secteur de l'électricité. C'est quelque chose qui est arrivé progressivement. Il y a eu en fait une vague de libéralisation du secteur de l'énergie à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc vous avez eu une succession de directives qui ont libéralisé le secteur et qui ont abouti à la mise en place de ce marché européen de l'électricité qui aujourd'hui, par ses règles diverses, détermine en gros le prix de l'électricité. À la fois le prix auquel vont l'acheter les fournisseurs et donc en conséquence le prix auquel vous allez le payer. On en a beaucoup parlé puisque au moment en 2022, il y a 2 ans, dans la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup, les coûts de l'électricité, le tarif de l'électricité plutôt a explosé. Alors justement, le coût des productions d'électricité, lui non, parfois pour tous les acteurs, a explosé et on est arrivé à une situation où tout d'un coup, le prix du mégawattheure est monté à 1 000 €. 1 000 € le mégawattheure au plus fort de la crise, alors qu'un an auparavant, il était de 85 €. Vous voyez, un système qui permet une telle volatilité des prix est un système qui a un énorme problème. Donc il y a eu beaucoup de débats à l'époque pour exiger une réforme du marché européen de l'électricité et en particulier une réforme du mode de calcul du prix de l'électricité qui
à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, spoiler alerte, il n'y a pas eu de réforme structurelle de ce marché, fait que le tarif de l'électricité est déterminé à partir de l'entrée de la dernière unité de production sur le marché, à savoir les usines à gaz. Or, le gaz, au moment de la crise 2022, c'est précisément ce qui s'était envolé. Pourquoi c'est complètement stupide? Parce que ceci est sans rapport avec le coût réel de production, en tout cas pour la France, lié à son mix énergétique. La France, elle a en gros 65% de son électricité qui est produite à partir du nucléaire. Le reste, c'est du renouvelable, notamment hydraulique et du renouvelable contrôlé. Et puis, le gaz et les énergies fossiles, c'est tout à fait marginal, c'est moins de 5%. Donc la France s'est retrouvée à devoir payer son électricité au prix du gaz, alors que le gaz compte pour quasiment rien dans son mix énergétique. C'est totalement absurde. Et donc, ils nous ont promis une réforme de ce système, et ils se sont félicités d'une réforme du marché européen de l'extrait, qui, évidemment, ça a accouché d'une souris. Il n'y a jamais rien eu, on n'a pas touché au mode de calcul de prix. En lieu et quoi, ce qu'ils ont appelé réforme, par exemple, c'est la création de contrats CFD. Alors, c'est un acronyme anglais pour Contract for Difference. Et en fait, en quoi ça consiste ce système, hein, c'est ça qu'ils ont vendu comme une réforme. Eh bien, puisque effectivement le système de calcul des prix est délirant et extrêmement volatile du fait des cours des matières premières, ils ont décidé de faire des contrats entre les fournisseurs et l'État. Entre les deux, ils vont déterminer un prix. Donc le contrat, ça dépend, ça peut être 80 € par le mégawattheure. Et si les cours du gaz, les cours de l'électricité sont plus élevés, eh bien, le fournisseur s'engage à reverser une partie de ses bénéfices à l'État. Et si, à l'inverse, les coûts du gaz et de l'électricité baissent, à ce moment-là, c'est l'État qui doit compenser la perte et le bénéfice non réalisé par le fournisseur. Pourquoi c'est absurde? Quand vous réfléchissez bien, l'État, c'est qui? L'État, c'est vous. Autrement dit, quand le coût d'électricité augmente, eh bien, vous le payez sur votre facture, il n'y a pas de souci. Après quoi, le fournisseur reverse une partie des bénéfices à l'État, mais l'État, il ne va pas vous le reverser à vous. Au mieux, il mettra l'argent dans la poche de Zelensky, au mieux, mais il ne mettra certainement pas l'argent dans votre poche. Et quand ça baisse, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je l'ai dit. Eh bien, quand les prix baissent, votre facture va légèrement baisser, mais cette fois, c'est vous, en tant que contribuable, qui allez payer pour compenser la perte. Donc, dans un système pareil, vous, soit en votre qualité de consommateur, soit en votre qualité de contribuable, vous serez perdant. Et là, vous avez l'exemple type d'un système, là c'était la réforme de ce système, d'un système où il y a toujours un grand oublié, c'est le consommateur. Parce que normalement, lorsqu'on a une politique énergétique digne de ce nom, que doit faire l'État? Il doit s'assurer d'une part que le pays dispose de suffisamment de moyens pour produire ses besoins énergétiques, produire son électricité, s'assurer du bon approvisionnement des matières premières qu'il ne possède pas sur son sol, et d'autre part, s'assurer que ce système soit au coût le plus faible à la fois pour ses citoyens, question de pouvoir d'achat, et pour ses entreprises, pour la compétitivité générale du pays. Avec le marché européen de l'électricité, nous sommes dans une situation où nous n'avons ni l'un ni l'autre, les factures explosent pour le citoyen, et la compétitivité générale de notre économie est effondrée. Je crois que c'est très clair. Merci Geoffrey. Est-ce que, cher Jacques-Éric, un mot sur ce marché, est-ce qu'on peut en sortir? Et si on en sort, est-ce qu'on pourra produire une électricité beaucoup moins chère pour nous, Français, ménages ou entreprises? Alors la réponse est bien sûr oui, totalement oui, parce que chaque pays européen a la liberté de son choix, de son mix énergétique. Ça veut dire que si nous pouvons sortir immédiatement de ce marché, à condition d'avoir la volonté politique, et à ce moment-là, on revient à avoir... Oui, on revient donc initialement dans les années 90-2000 à avoir une structure EDF avec ses deux réseaux haute tension et basse tension, transport et fourniture d'électricité par Enedis. Donc relativement simple, c'est-à-dire une marge et puis un prix d'électricité beaucoup plus bas, parce que le prix d'électricité, prix de revient n'a pas varié depuis 30 ans. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 2010? C'est le troisième paquet législatif de cette directive européenne.
Elle a contraint les réseaux EDF, les réseaux RTE et Enedis de prioriser et de rendre accessibles en priorité les énergies intermittentes, à savoir le solaire et le photovoltaïque. Et donc on est passé de 4 à 13%, oui, mais ces 13% se traduit comment? Se traduit par la construction de 21 000 éoliennes. Et les éoliens, chaque site, qui est composé de 5 mâts, nécessite 350 raccordements. Or, un site nucléaire, c'est un seul raccordement. Et donc là, ça fait exploser les prix parce que EDF a été obligé de mettre en place des éléments de stabilisation, des régulateurs, un matériel fou et des câbles énergétiques qui sont hors de prix. Aujourd'hui, on a dépensé 145 milliards pour prioriser uniquement les énergies intermittentes, pour passer de 4 à 13% en termes du mix électrique, c'est-à-dire la production électrique. Mais si on regarde notre mix énergétique, qui est différent du mix électrique, eh bien l'éolien, on ne représente que 1%. Donc vous voyez, ce 1% par rapport au prix élevé de l'énergie, c'est absurde. Alors, ça c'est très important. Alors, la question, je reviens à la question, peut-on sortir? Ben oui, le TFUE nous donne le choix de sortir, mais à condition d'avoir une volonté. Je ne connais plus l'article. Et M. Macheneau, qui est le président d'EDF Asie-Pacifique, qui a construit la première centrale en Chine, nous expliquait, ben c'est très simple, il a interrogé ses avocats européens, il dit, mais il suffit de faire valoir nos droits. Encore faut-il qu'on ait une volonté politique d'en sortir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même notre Premier ministre, il se tait sur le sujet, parce qu'il sait très bien, il sait très bien que, ben voilà, il faut une volonté politique pour en sortir. Et si nous en sortons, c'est tout de suite 2,5 fois moins cher, parce que là, on a rattrapé, en termes de prix, le prix du courant d'Allemagne. Alors après, en termes de marché, je voudrais juste donner une explication, parce que c'est compliqué le marché. Moi, j'ai eu des traders, 5 minutes, parce que c'est une opacité. Ce qu'il faut comprendre, en dehors du coût phénoménal, hein, les Allemands, je rappelle, les Allemands ont dépensé 700 milliards et ils sont obligés d'investir encore 450 milliards dans quoi? Dans des centrales thermiques pour écrêter les pointes. Mais non seulement les pointes, c'est que quand vous avez dans le mix électrique, quand vous avez 40% qui sont produits par des énergies intermittentes, eh bien, l'hiver, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire l'ajustement. Hier, c'était 5% l'ajustement, parce qu'il n'y avait que du nucléaire. Aujourd'hui, il faut 40%. Ce volume est considérable. Donc, ils sont obligés de faire marcher de nouveau les centrales thermiques. Et ça, là, c'est le merit order qui fonctionne. Le merit order, c'est quoi? C'est le marché spot, le marché court terme, des énergies intermittentes. Parce que l'énergie nucléaire n'est pas sur ce marché. Il est sur le marché à terme. L'hydraulique et les énergies thermiques, fuel et gaz, sont sur le marché, sur les deux marchés. Si bien qu'en hiver, eh ben, l'éolien ne marche pas, le photovoltaïque ne marche pas, et donc on va chercher le gaz. Et comme vous le savez, le gaz coûte très très cher, surtout depuis les sanctions. Donc, et j'en veux pour preuve, le Danemark commence à revenir et à négocier directement avec la Russie, parce que le cas du Danemark est très significatif. Le Danemark avait une société d'État comme nous, qui s'appelait Dong. Elle avait les 3 secteurs, électrique, gaz, pétrole. L'essence et l'électricité ne coûtaient pas très cher. Et puis, l'Europe a demandé à faire des énergies intermittentes. Et petit à petit, ils ont vendu toute leur société électrique, énergétique. Ils sont passés d'une situation nette exportateur d'énergie à une situation nette d'importation. Et aujourd'hui, le prix de l'essence coûte très cher, le prix de l'électricité coûte très cher. Et ils sont gênés aux entournures en hiver pour justement écrêter les pointes, parce que c'est plus 5%, c'est 40%. Donc ils sont obligés de construire des centrales de nouveau à gaz et d'aller chercher des gaz pas chers, parce qu'il est beaucoup trop cher le gaz américain. Et en plus, il est sale. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, parce que j'ai eu beaucoup de mal d'avoir un trader, et il m'a donné 5 minutes parce que c'est une vraie opacité ce marché. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a monté une usine à gaz
pour les traders. Et la variable d'ajustement, c'est le prix du gaz. Et donc, en fait, on a financiarisé un bien commun. Et donc, c'est une nouvelle féodalité. Et ça, Machenaud, le président Machenaud, le dit bien. Il a interrogé ses collègues. Il dit, moi, ça m'est égal, moi, je fais de l'argent très facilement. Et il n'y a que 50 grands traders, 50 grandes sociétés, qui font du trading. Et quand vous les interrogez, ils vous donnent pas, ils vous disent rien. Ils disent non, c'est pas pour vous le marché. Je ne vous expliquerai pas mon métier. Parce qu'il y a des jeunes brillants qui s'installent avec 20 000 euros, qui vont en Allemagne chercher une éolienne, et donc ils disent mais trouvez le terrain. Dès qu'ils ont le terrain, ils font beaucoup d'argent avec ça. Donc ça, c'est une honte parce que c'est de l'argent public. Plus la loi NOM. Alors la loi NOM, c'est quoi? On ne va pas en parler parce que c'est plus compliqué. Oui, non mais merci Jacques. C'est effectivement, de toute façon, la loi NOM, c'est aussi l'application de textes européens. Oui. Et tout ça, et on voit bien, effectivement, moi je retiens, on paierait 2,5 fois moins cher. Oui. Donc on peut payer 2,5 fois moins cher quand même, pour les ménages, et puis pour les entreprises. Oui. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de faillites, de délocalisation, etc. Bon, c'est évidemment beaucoup lié à ça. Et puis à la question européenne, financiarisation d'un bien commun, je retiens cette expression. On voit bien l'intérêt de quitter l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on reprend la main sur ce qui doit rester et redevenir un bien commun. Et qu'est-ce qu'il y a de plus que de bien commun que l'énergie? Enfin, l'énergie, comme dit Charles Gave, c'est l'économie en mouvement, dit-il. Il a raison. Donc, c'était extrêmement clair. Merci, parce que c'est un sujet pas facile. Mais il y a quand même un effort de vous deux, d'ailleurs, de pédagogie pour que ça reste plus simple. Et il y a un autre sujet, d'ailleurs la région le connaît bien, cher Geoffrey, c'est la question des barrages hydroélectriques, parce que là, c'est incroyable. Il me semble que l'Union européenne nous menace, si on investit dans ces barrages, de les privatiser. Et est-ce que c'est possible de sortir de ce scénario effroyable? Et voilà, parce que l'Union européenne, là encore, exerce une forme de prédation. Par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, on voit que le vrai choc de simplification, c'est le Frexit. Parce que honnêtement, si là personne ne comprend rien, il existe un marché de court, un marché de gros, on a laissé la place à la spéculation, etc. Avant, c'était très simple. Avant que l'Europe ne s'occupe de notre politique énergétique, on avait un monopole public et des prix réglementés de l'électricité. Et c'est simple. Un acteur, le prix qui est déterminé en fonction de l'intérêt général, le choc de simplification, c'est le Frexit. Laisser la main à l'Europe, c'est assurément complexifier les choses, et il se trouve en plus, complexifier les choses, choc de simplification, c'est le Frexit. Et complexifier les choses, toujours, la remarquez, c'est une constante des politiques de l'Union européenne, dans le sens des intérêts contraires à ceux de la France. C'est systématiquement, on dirait que les règles sont pensées pour nuire à notre pays. Alors, regarde, on a donné l'exemple aussi des prix régulés dans le nucléaire, et après je viens très rapidement à la question des barrages. L'AREN, c'est quoi? L'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est EDF qui est obligé de concéder 25% de sa production d'électricité nucléaire à ses concurrents à un tarif ultra préférentiel, pardon, pas à ses concurrents, à des fournisseurs à un tarif ultra préférentiel pour que ceux-ci puissent exister et faire des bénéfices à sa place. C'est hallucinant. Et c'est pour ça que vous avez maintenant plein de fournisseurs que vous-même, vous n'y comprenez rien ensuite, parce que Enedis en est un, mais il y en a d'autres avec des contrats divers et variés, etc. Tout ceci n'existe que pour faire exister artificiellement une concurrence qui n'a pas lieu d'être. Et donc, on en vient à la question des barrages, parce que c'est aussi une affaire de libre concurrence et donc d'idéologie européenne. L'Union européenne, depuis 2015, a mis en demeure la France, et l'a refait ensuite en 2019, et le conflit juridique est toujours en cours, de mettre en concurrence les concessions de ces barrages. En l'espèce, les concessions donc des grosses installations, celles qui produisent plus de 4,5, j'ai plus l'unité exacte de production, mais il faut considérer que ça représente à peu près 400 barrages en France qui rentrent dans cette détermination. Et donc, elle exige un peu ce qui a été fait avec les autoroutes ou dans le rail, mais là c'est le système des concessions, c'est-à-dire que EDF doit céder, alors les concessions doivent être mises en concurrence, et EDF est appelé en fait à céder la gestion des barrages qu'elle occupe actuellement. Pourquoi c'est ultra vicieux?
qu'est-ce qui s'était passé dans le rail lorsque l'on a ouvert à la concurrence? On a vu que la concurrence s'était installée uniquement sur les lignes les plus rentables. Et du coup, pour supporter cette perte de chiffre d'affaires, cette perte de bénéfices, parce que c'est sur les lignes les plus rentables, la SNCF a été amenée à fermer les petites lignes, et petit à petit, en même temps qu'on ouvrait les rails à la concurrence, on a fermé des dessertes et les lignes, les moins rentables dans le pays. Et bien dans les barrages, ce sera la même chose. Pourquoi est-ce que EDF s'oppose à ouvrir à la concurrence la concession de ces barrages, et la France, hein, évidemment, qui soutient la revendication d'EDF? Eh bien, c'est parce que cette concurrence se ferait sur les barrages les plus rentables. Or, quasiment 90% du bénéfice d'EDF sur les barrages se fait sur 8 installations. Donc ça veut dire que si EDF perd la main sur l'exploitation de sur une partie de ces 8 barrages, eh ben, elle va être progressivement contrainte de fermer les plus petites installations qui sont importantes pour nous, qui génèrent des emplois et qui participent évidemment à la production d'une énergie zéro carbone, en tout cas très bas carbone pour la France. Et donc cette ouverture à la concurrence exigée par l'Union européenne a ouvert un conflit juridique qui n'est pas terminé et qui pourrait dans les années à venir être tranché par la Cour de justice de l'Union européenne. Et la France pourrait être condamnée à des amendes, des astreintes, tenez-vous bien, de plus de 700 000 € par jour d'astreinte, jusqu'à ce qu'elle procède à l'ouverture à la concurrence de ces concessions de barrages. Donc, sur ce sujet, c'est toujours en cours. Le bras de fer a toujours lieu. En attendant, eh bien, les investissements qui doivent être faits sont retardés. Donc, il y a à la fois une mise en péril en termes de sécurité. Alors, je pense qu'on a des ingénieurs qui sont très responsables, mais néanmoins, ça met en danger la sécurité d'installation. Et surtout, on ne fait pas les investissements qu'il fait pour que ces installations soient pleinement efficaces en termes de rendement, hein, tout simplement. On ne remplace pas certaines pièces, une usure s'installe, etc. Donc voilà, il y a péril sur nos barrages, aussi bien sur la sécurité que sur la production. Tout ça parce que l'Union européenne veut nous imposer une mise en concurrence qui n'a pas lieu d'être. Merci Geoffrey. Donc le Frexit, c'est aussi la reprise en main de nos barrages. Tout ça, c'est de l'idéologie, il n'y a rien d'autre que l'idéologie. Imaginez 700 000 € par jour, hein, d'amende. C'est quand même un système complètement fou et scandaleux. Alors justement, on parlait de la destruction d'EDF. Jacques Éric, EDF, qui a été donc nationalisée après-guerre, et a été sciemment détruite. Pendant des années, EDF était premier électricien mondial. Oui. Oui, tu peux nous en parler? Oui. Juste avant, je voulais juste faire une aparté, ce que vient de dire Geoffrey, c'est quand on ferme des tout petits barrages, ça profite à qui? Ben, ça profite aux traders. Pourquoi? Parce que l'ajustement que je vous parlais, qui était hier de 5%, aujourd'hui de 30%, ça va augmenter de 35%. Donc les traders, ils ont intérêt à ce que le marché fluctue encore plus. Donc l'hiver, on irait chercher non plus 13% d'écrêtement, mais 20-30% sur le marché. Et donc ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Alors EDF, pourquoi EDF est financièrement fragile? Ben, tout simplement, déjà par la loi européenne qui l'a contraint d'accepter tout le courant des énergies intermittentes, et surtout d'arrêter, surtout en été, qu'est-ce qui se passe? Il y a un foisonnement, il y a une surproduction d'énergie intermittente. Donc EDF est obligé d'arrêter ces centrales. Alors on n'arrête pas une centrale, ils ont été obligés de mettre des modulateurs. Les modulateurs, c'est réduire la production d'électricité des centrales nucléaires à 20%. Mais ça coûte très cher aussi. Donc déjà là, il y a une entorse. Et c'est un manque à gagner d'EDF, c'est au moins 30% de son cash flow. C'est quoi le cash flow? C'est ce qui permet de financer les investissements à venir, que ce soit renouvellement, entretien ou avenir. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Le gouvernement nous dit, on va relancer le nucléaire. Certes, mais comme il n'y aura pas assez d'argent, parce qu'on a projeté RTE et Enedis, on fait une projection pour appliquer le PPE. Alors le PPE, je ne sais pas si tu veux en dire un mot avant, c'est le plan pluriannuel de l'énergie qui va nous obliger à augmenter nos énergies intermittentes. Mais ça, c'est pas possible de le faire matériellement, parce que on n'a pas les centrales pour écrêter suffisamment l'hiver. Donc là, on a un problème devant nous. Donc je reviens sur EDF. On lui a amputé 30% de son cash flow, plus la loi NOM. Donc
à un moment donné, dans 1 an, dans 2 ans, on va dire, ah ben, EDF n'a pas assez d'argent, donc on va ouvrir le capital. Et qui va rentrer? Des grosses sociétés, notamment américaines. Alors, il y a un exemple très simple, c'est la Française des Pétroles. La Française des Pétroles était une entreprise publique qui a été faite pour sécuriser nos approvisionnements énergétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Française des Pétroles est devenue Elf. Elf devait manger Total, ça a été l'inverse pour différentes raisons. Total, comme vous le savez, de Marjorie, qui était un grand patron, est décédé dans un accident. 4 ans après, BlackRock déclarait dépasser le seuil de 5% dans le capital. Aujourd'hui, il est peut-être, on ne sait pas, 15, 20, 30%, plus avec les options. Alors oui, je suis un ancien banquier. Les options et les calls, c'est opaque et on ne sait pas du tout à quel moment on peut augmenter la participation dans une société. En faisant jouer les calls et les puts, je peux prendre, c'est ce qu'a fait Bernard Arnault pour absorber les sociétés de ses concurrents. Il a fait jouer des options. C'est tout le marché des options. Ça s'appelle la déréglementation bancaire. Bon, je ne vais pas vous en parler là parce que c'est complexe, mais c'est une technique pour toujours mettre la main sur un actif de bien commun et donc de financiariser. Donc là, on va vous faire croire qu'il manque de l'argent. Ben oui, il manque de l'argent. On lui a coupé les ailes pour ne pas que EDF puisse investir. Donc EDF est fragilisé. Et certains ingénieurs de chez EDF m'ont dit, personnellement, ils m'ont dit, voilà, je ne citerai pas les noms, il y en a qui poussent à la roue à l'intérieur d'EDF pour privatiser EDF et pour faire rentrer une société. Les Américains sont omniprésents, c'est pas un secret, omniprésents. Jacques Nier, qui était député maire de ma région, me disait, tant qu'on n'aura pas mis les Américains dehors, ben, ça va mal se passer pour nous. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre sur la fragilité d'EDF. Non, c'est très clair, un petit peu inquiétant, mais bien clair en tout cas. Il y a aussi un autre pays, il y a les Américains, et puis il y a l'Allemagne qui a joué un rôle aussi pour détruire EDF. Mon cher Geoffrey, si tu peux nous en dire un mot, et puis élargir un peu à la géopolitique de l'énergie, parce qu'il y a une géopolitique de l'énergie, il faut bien le comprendre. Oui, mais l'Allemagne qui n'a jamais cessé d'être notre adversaire et qui, par le biais des politiques européennes, a toujours fait en sorte, on l'a démontré là avec quelques exemples, que les choix les plus néfastes à la France soient toujours faits. On l'a vu sur le mode du calcul du prix de l'électricité, on a vu même sur des dispositifs tels que donc j'ai dit ARENH, qui a été poussé aussi par l'Allemagne, et on le voit aujourd'hui dans la guerre que l'Allemagne nous mène au niveau européen contre le nucléaire. Parce que bien entendu, le nucléaire, c'est la force de la France. C'est ce qui fait qu'avant que n'entrent en vigueur les règles du marché européen de l'électricité, notre pays avait encore un semblant de compétitivité. Nous avions certes perdu notre monnaie nationale, et donc on avait récupéré le mark allemand, un bon moyen de passer sous la coupe de l'Allemagne, mais il nous restait encore le nucléaire civil qui donnait à notre pays un véritable avantage compétitif, parce que ça nous permettait d'avoir une électricité relativement peu chère et surtout très abondante. La puissance du parc nucléaire français est absolument remarquable, à tel point que d'ailleurs l'année dernière, après un passage à vide, notre pays a battu son record d'exportation d'électricité. Il n'y a qu'une seule personne à remercier ici pour ça, une seule génération à remercier pour ça, c'est celle qui a fait en sorte que la France, dans les années 70, se dote d'un parc nucléaire de 56 réacteurs. Donc ça, c'est le nucléaire, c'est la grosse force de la France au niveau européen, et l'Allemagne, principalement parce que c'est la force de la France, au-delà de considérations idéologiques sur les dangers du nucléaire, nous fait la guerre à ce terrain-là. Et donc, elle nous oppose les énergies renouvelables, mais pas les bonnes énergies renouvelables comme l'hydraulique, vous l'avez vu, sur l'hydraulique aussi, via l'Europe, on veut nous mettre la main dessus. Non, les énergies renouvelables dégueulasses, l'éolienne, peu efficace, chère et moche, et le solaire. Alors, vu le nombre d'ensoleillements qu'on a eu cette année en France, c'est vraiment un très très mauvais investissement, en tout cas peut-être pas pour les particuliers, mais si on cherche de manière plus large. Et donc elle cherche à nous imposer ce modèle à base d'énergie renouvelable, modèle qui est catastrophique, puisque l'Allemagne elle-même ne parvient pas à trouver son équilibre là-dedans, et est obligée de maintenir en activité ces centrales à charbon qui polluent massivement et qui sont probablement directement responsables de centaines de milliers de maladies respiratoires en France et dans le reste du continent. Donc, mais tout ça illustre cette guerre que l'Allemagne nous fait,
Et quand l'Allemagne nous fait la guerre, donc elle utilise intelligemment les règles européennes à son profit, donc pour valoriser son modèle basé sur les renouvelables, alors que son charbon est effroyable, et contre le nucléaire. Donc elle s'est très longtemps battue pour que le nucléaire ne soit pas intégré dans les financements verts de l'Europe. Et voilà, ça ne l'est toujours pas pleinement, effectivement. Et par ailleurs, quand elle le fait, elle a aussi un intérêt très financier, très industriel. Par exemple, je pense que peu de gens le savent, mais 65% des éoliennes installées en France sont made in Germany. Hein, donc, elle crée des règles pour vous contraindre à faire des investissements qui vont en réalité faire tourner ces usines. Franchement, c'est tellement brillant, on n'a même pas envie d'accabler l'Allemagne pour ça, on a envie d'accabler nos dirigeants pour leur naïveté, voire leur complicité. Hein. On sait qu'une partie de la classe politique est clairement vendue à l'Allemagne et qui, au nom de l'amitié du couple franco-allemand qui n'existe que dans notre esprit, s'assoit systématiquement sur nos intérêts nationaux. Donc là, c'est quand même assez parlant quand 65% des éoliennes que nous installons en France font fonctionner des usines allemandes et 45% des éoliennes exploitées sont aussi exploitées en France, sont exploitées par des sociétés à capitaux allemands. Donc on voit que l'Allemagne a un intérêt idéologique, un intérêt politique contre la France, mais également un intérêt tout simplement économique à imposer ce modèle contre nous. L'autre événement qui a vraiment marqué cette rivalité entre... Enfin, c'est pas cette rivalité parce que nous on ne répond pas, c'est ça qui est désolant, mais cette hostilité de l'Allemagne à l'égard de la France, c'est évidemment la fermeture de Fessenheim. Depuis que Fessenheim a été lancé en 1977 jusqu'à sa fermeture en 2020, l'Allemagne n'a jamais cessé d'exiger sa fermeture. Elle a tout fait pour que ça ne voit pas le jour, mais les années 70, on avait encore des dirigeants capables de défendre l'intérêt national. Et puis, au moment de sa fermeture, c'est évidemment réjoui. Et donc 2020, ça correspond à... c'était Macron déjà, hein, qui a fait fermer Fessenheim. Voilà, exactement, et ça a été décidé sous Hollande. Et ça a été fait pour faire plaisir à l'Allemagne. Il n'y a pas d'autre raison à cela. On était, si vous ne pas souvenir, les années 2015-2020, dans une phase où aussi en France, on était très anti-nucléaire. Tout d'un coup, il fallait réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. On avait fait voter une loi pour réduire à 50% la part du nucléaire. Et puis depuis, en 2023, on a fait heureusement voter une nouvelle norme avec la loi de l'accélération du nucléaire qui a fait sauter ce seuil de 50% pour ne pas contraindre le pays. Là, quand vous voyez ce saut, cette différence entre les années 2015 et 2020, il n'est pas question pour moi d'applaudir Macron, il est plutôt question de dénoncer l'absence de vision qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir une politique énergétique cohérente et conforme aux intérêts du pays. Évidemment, heureusement qu'on est revenu sur ce seuil de 50% et que aujourd'hui, on semble sur une voie de relance du nucléaire, même si, du fait des règles européennes, on ne va pas pouvoir le faire avec la même efficacité qu'on l'aurait fait si nous avions été un pays pleinement souverain et conscient de ses intérêts. Merci Geoffrey. Il y a toujours le tweet de Macron qui traîne sur son compte où il dit on va réduire massivement le nombre de centrales, et le tweet inverse 4 ans plus tard. Ce qui est quand même assez extraordinaire. J'ajouterais d'ailleurs que l'Allemagne finance aussi des ONG. Ah oui. C'est son petit côté sorosien qui, sous couvert de défense du climat, de l'environnement, de ce que vous voulez, fait de la communication verte en France, et en fait ça cache la République fédérale d'Allemagne. Ça avait été démontré par des articles, des enquêtes de presse il y a 1 ou 2 ans. De la même manière, je n'ai pas d'hostilité contre l'Allemagne, je n'en veux pas, ils défendent leur intérêt national. J'en veux à nos dirigeants français qui sont des traîtres. Voilà, c'est à eux que j'en veux. C'est eux qui sont Je peux dire un petit mot, voilà, Jacques, je te laisse la parole. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Florian, c'est que l'Office franco-allemand pour la transition énergétique ont leur bureau dans le ministère de la transition énergétique, dans les bureaux français, c'est dans le ministère. Et l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, c'est lui qui pond le règlement qui impose la communauté d'accès au réseau, et tous les règlements qui viennent appuyer les directives européennes. Et ces règlements, c'est publiable. J'ai publié le dernier en date, c'est 2019-2020. Et c'est incroyable, c'est eux qui font les règles. Les Allemands. D'ailleurs, quand on regarde tous les postes de l'Union européenne, de toutes les institutions, ils ont trusté quasiment toute la majorité, tous les postes. Donc c'est Ursula, il n'y a pas que la Commission, il y a tous les postes, tous les
poste par le vent, etc. BCE, Banque centrale, il y a beaucoup de choses. Ce que je voulais toucher du doigt, c'est cette corruption qui est grandissante, qui est même affolante. Je vous conseille de regarder les deux, sur YouTube, ça y est encore, les deux interviews du président Hervé Macheneau, qui a fait cette centrale nucléaire en Chine. Et il a interrogé un de ses confrères, qui est dans un autre groupe, pour lui dire, mais arrêtez ce marché, on voit la catastrophe. Il dit, non, moi je fais de l'argent, tu m'as offert une porte de sortie, je fais beaucoup d'argent. En fait, il y a 50 grosses sociétés qui font de l'argent et ils ont intérêt à ce que le marché soit le plus spéculatif possible. Pour qu'il soit le plus spéculatif possible, il faut faire varier au maximum les débits et les débits, voire une pénurie d'énergie. Et puis d'un seul coup, au contraire, un foisonnement d'énergie, comme ça se fait en été. Donc tout ça, il faut sortir de ce marché. Quand on étudie de très près, moi j'ai fait l'expérience, parce qu'il y a récemment, j'ai eu une augmentation de 22% des 2 derniers mois de novembre-décembre 2024 par rapport à 2023. J'ai appelé EDF, j'ai eu beaucoup de mal à les avoir, eux m'ont proposé de sortir. J'ai dit, je vais voir Total Énergie. Total Énergie m'a fait la moitié du prix. Je dis, mais comment vous faites? Ah ben, c'est très simple. Le marché nucléaire, comme il est à terme, comme je connais exactement votre production, EDF donne 10 ans de production sur ce que j'ai consommé. Donc ils savent d'avance combien acheter à terme. Donc ils achètent à terme à EDF, et puis après ils jouent sur le marché spot. Il dit, mais moi je peux vous faire un prix moitié prix. Et puis il a sa marge. Parce que sa marge, c'est considérable. Un inspecteur des finances a pointé les traders, ils ont fait 41 milliards de bénéfices. Je crois que c'est en 2023 ou 2022. Je ne sais plus quel inspecteur des finances qui a soulevé ça. Ça s'était vite étouffé. C'est un vrai scandale, parce que ces bénéfices sont faits sur le dos d'EDF. Toujours pareil. Donc ça, il faut arrêter ça. Il faut vraiment sortir le plus rapidement possible de ce marché, qui est peut-être une marche pour sortir carrément de cette Union européenne qui est corrompue. Bon, je ne vais pas vous en parler, mais vous le savez. Bravo. Spéculation, corruption, et oui. Et l'argent, parce qu'il paraît qu'on cherche de l'argent. 41 milliards, qui sont pris, quand on dit à EDF, c'est à qui? C'est à nous. C'est pas à quelqu'un d'autre. Un petit mot pour finir aussi, Geoffrey. C'est quoi un modèle souverain d'énergie? Qu'est-ce que ça apporte? Oui, surtout, voilà, pour la France, ça signifierait quoi être pleinement souveraine sur le plan énergétique? Alors, on apportera toujours des matières fossiles, pétrole, gaz de l'extérieur, mais il s'agit de faire en sorte que, sachant que le pétrole va de plus en plus disparaître au profit de l'électrique, en tout cas pour ce qui est de la mobilité. Et donc pour la France, il s'agit de remiser pleinement sur le nucléaire. Donc je vous ai dit, actuellement, dans notre mix énergétique d'électricité, le nucléaire représente 65%. On peut facilement le faire monter à 75 voire 80%. Le reste, évidemment, maximiser l'hydraulique. Et puis quelques centrales d'appoint, notamment parce que nous avons des territoires d'outre-mer où là nous sommes obligés d'avoir des centrales soit au fioul, soit au gaz, ainsi qu'en Corse. Mais notre mix énergétique devrait être composé entre 75 et 80% par le nucléaire. Et ceux qui disent que oui, mais non, mais le nucléaire, on n'est pas pleinement souverain parce que l'uranium, on n'en produit pas. Alors c'est vrai, sur notre sol, on ne produit pas d'uranium, globalement on l'importe. Mais sur ce point, il faut relativiser. Ce n'est pas la même dépendance que le gaz ou le pétrole. D'une part, parce que nous, notre uranium, à part égale, à peu près, il provient de plusieurs pays. Donc il y a le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Australie, le Niger, un peu le Canada. Donc vous voyez, c'est des pays très différents, situés sur des continents différents. Qu'ensuite, nous avons des stocks d'uranium. C'est-à-dire, généralement, quand on a des stocks de gaz ou de pétrole, ça tient 90 jours. Nous, nos stocks d'uranium naturel déjà présents en France, ça nous permet d'assurer 2 ans de consommation. 2 ans de consommation, et par le recyclage, en réalité, on a entre 8 et 10 ans de consommation en stock d'uranium, donc entre l'uranium naturel et l'uranium recyclé, que l'on peut enrichir. Par ailleurs, la France
c'est les autres pays qui dépendent de la France, paradoxalement. C'est-à-dire, certes, la matière première, on l'a fait de l'étranger, vous avez dit qu'il y a une diversité d'origine, on n'est pas dans une dépendance totale, qu'ensuite on a suffisamment de stock, et surtout la France exporte, c'est pas paradoxal, c'est amusant, exporte autant d'uranium qu'elle en importe, puisqu'il se trouve que notre pays a une place absolument centrale dans l'enrichissement de l'uranium qui sert ensuite de combustible aux centrales nucléaires. Et donc on réexporte de l'uranium enrichi vers les États-Unis, vers l'Allemagne, vers le Royaume-Uni, vers d'autres pays d'Europe. Ce qui fait que quand vous regardez les flux douaniers, c'est amusant, vous importez autant d'uranium que vous n'en exportez. Et donc voilà, je pense que c'est important un peu de déminer là-dessus. Je ne pense pas que l'argument de l'uranium, le fait que ça vienne de l'étranger, altère cette idée que le nucléaire permet la souveraineté de la France. Bien entendu, le nucléaire permet la souveraineté de la France, et je pense qu'on vient d'en faire la démonstration. Et donc, il est important que notre pays s'appuie sur cette source d'énergie pour asseoir son indépendance, et je vous l'ai dit, permettre à son pays, et là en maîtrisant ses règles, ses normes, d'où la sortie de l'Union européenne, d'avoir des prix peu chers pour les citoyens, très compétitifs pour les entreprises. Moi, j'imagine un avenir où la France a le nucléaire et sa monnaie. Je vous assure qu'on peut réindustrialiser en 10 ans dans tous les domaines. Juste un dernier mot, l'ingénieur me disait de haut niveau, si on arrête l'éolien, tout de suite on peut faire une société de récupération parce qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles de cuivre, et le cuivre coûte très très cher, plus les onduleurs, les matériels, il y a un matériel fou à récupérer. Et donc ça, il dit, ça peut occuper énormément d'emplois pendant une dizaine d'années, voire 20 ans. Donc voilà aussi, là, immédiatement on peut le faire. Les ingénieurs sont prêts là-dessus à faire une société de récupération qui appartiendrait à EDF, tout simplement. Voilà. Merci à vous deux, Jacques, Geoffrey. Évidemment, cette vidéo sera mise en intégralité sur la chaîne YouTube Les Patriotes, à laquelle je vous invite à vous abonner si vous ne la connaissez pas encore. C'est une chaîne secondaire, mais il y a beaucoup de monde maintenant, et on y met les vidéos des universités d'éducation populaire, et ça circule bien, et c'est important. Je crois qu'il y a quand même une perspective qui se dégage. On peut complètement très vite redevenir souverain en matière énergétique et donc payer beaucoup moins cher, chasser la corruption, reprendre ce bien commun et avoir une stratégie nationale de redéveloppement industriel, de nouvelles filières. Et à côté de ça, j'y ajoute évidemment le redressement de notre agriculture. Donc imaginez, on a notre monnaie, nos paysans, nos ouvriers, nos ingénieurs, nos électriciens, et bien on sera heureux. Voilà, on sera heureux, on peut être heureux. On a tout pour l'être. Ça a été démontré encore une fois aujourd'hui de manière très brillante. Merci à vous deux, et dans la suite de cet après-midi, Geoffrey et Jacques seront évidemment à votre disposition pour discuter sur ces sujets-là notamment. Vous pouvez applaudir Florian parce qu'il déploie une énergie folle. Bravo. Dérogation, je ne sais pas si elle court encore cette dérogation d'ailleurs. Ils n'ont eu qu'une dérogation de la Commission européenne parce qu'ils sont une péninsule énergétique. Nous, on ne l'aurait pas eu la dérogation par rapport au marché européen. Ils ont eu une dérogation, mais temporaire. Voilà, c'est ça, c'est temporaire. C'est une dérogation. C'est une dérogation, c'est la Commission qui décide quand ça commence, quand ça s'arrête. Donc, pour moi, ça ne s'appelle pas la souveraineté, ça. Et en plus, ils l'ont eu parce qu'ils sont une péninsule énergétique. C'est là qu'ils sont juste reliés par la France en fait, parce qu'ils sont géographiquement, alors que nous on est entourés par beaucoup de pays. Donc en réalité, nous on n'aurait même pas eu cette dérogation si on l'avait demandé. Et puis moi je ne veux pas d'un pays qui aille voir maman Ursula pour lui demander une dérogation. Je ne fonctionne pas comme ça. Voilà, merci. Je salue de nouveau nos amis qui sont dans l'autre salle, parce que je ne les oublie pas. On se verra tous dans un instant. Écoutez, j'enchaîne. Alors,